Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, j'ai souhaité évoquer pour vous Adolphe Thiers, second président de l'histoire de la République française. On le réduit souvent à son rôle dans la répression de la Commune de Paris en 1871. Or, c'est assez injuste car il fut aussi un politicien très populaire et un grand homme d'État. Pendant près de 50 ans, l'ambitieux méridional ne quittera la scène politique que par parenthèse, gravissant patiemment les marches menant au pouvoir suprême. Mais plus que les succès politiques et littéraires d'Adolphe Thiers, c'est le caractère pour le moins original de sa vie privée qui nous intéresse dans ce nouvel épisode en 2 parties. Pourquoi donc? En quoi fut-elle si originale? Jugez plutôt. Ah, vous avez donc rendu visite à Monsieur Thiers en son hôtel particulier de la Nouvelle-Athènes? Et dites-moi plutôt, qui vous a reçu de ces dames? Était-ce Sophie? Était-ce Élise? Était-ce Félicie? Elles étaient toutes là? Heureux homme! Vous avez donc rencontré les 3 moitiés de Monsieur Thiers. Eh oui, Adolphe Thiers eut bel et bien 3 femmes dans sa vie, non pas successivement, mais simultanément. Mieux, ou pire encore, les 3 femmes en question étaient de la même famille, une mère et ses 2 filles. On imagine la pétaudière. Bravant avec panache la morale bourgeoise de son temps, Thiers assuma cette situation familiale jugée inconvenante par la plupart de ses contemporains. Cette situation unique dans les annales de la présidence de la République incite à en savoir plus sur l'étonnant spécimen que fut Adolphe Thiers. Dès son berceau, sa situation familiale en fait un cas intéressant. Adolphe naît le 15 avril 1797 à Marseille. Il est le fruit des amours adultères d'une certaine demoiselle Amique, fille de négociants marseillais ruinés par la Révolution, et de Pierre Thiers, un homme marié, héritier fantasque d'une famille bourgeoise. Adolphe a bien failli être un enfant naturel, c'est-à-dire un bâtard dans une époque où cela change encore tout. Heureusement pour lui, l'épouse de son père, Claudine Fougas, disparaît fort opportunément 1 mois avant sa naissance, de sorte que désormais veuf et très consolable, Monsieur Thiers peut épouser in extremis mademoiselle Amique et reconnaître l'enfant qu'elle portait. Mais cela n'empêchera pas Pierre Thiers d'être un père déplorable. Non seulement il quitte Marie-Madeleine Amique quelques semaines après l'avoir épousée, mais il ignorera totalement son fils dont il ne se souviendra que lorsqu'il pourra lui emprunter de l'argent. Un père intantiné escroc, irresponsable et absent, voilà tout l'héritage paternel d'Adolphe, élevé par une grand-mère et une mère sans le sou. Mais comme il est brillant et volontaire, il obtient une bourse. Après les années de lycée à Marseille, il fait son droit à Aix-en-Provence, réussit sa licence et devient avocat. Mais au fait, à quoi ressemble physiquement notre futur serial lover? Sûrement pas au playboy auquel on pourrait s'attendre compte tenu des succès féminins qu'il accumula sa vie durant. De très petite taille, 1,54 m, plutôt étriqué, le front agrémenté d'une houppette à la Tintin. Il porte d'épaisses lunettes rondes, mais des gilets de couleur criarde qui jurent avec son habit et s'exprime d'une petite voix aigre et flûtée, avec un accent méridional prononcé qui dut, au moins dans un premier temps, susciter amusement et condescendance chez la gentry parisienne à laquelle il rêvait d'appartenir. En somme, il est très voyant, mais loin d'être beau. Maurice Reclus nous dit de lui qu'il ressemblait à l'un de ces petits perruquiers du Midi qui vont de porte en porte offrir leurs savonnettes. De nos jours, on parlerait d'un plouc un peu ringard débarquant chez des bobos parisiens. Et pourtant, Adolphe va séduire, subjuguer même, aussi bien homme que femme d'ailleurs. Comme il s'intéresse à tout et qu'il est servi par une mémoire exceptionnelle, il impressionne tous ceux qu'il rencontre par sa culture et sa verve endiablée. Force de travail hors du commun, véritable tornade blanche se déployant tous azimuts, cet être infatigable qui carbure au café froid et à la brandade de morue
donne couramment audience chez lui dès 5 heures du matin. Lamartine résumera cela à sa façon en écrivant de Thiers qu'il avait en lui assez de salpêtre pour faire sauter 10 gouvernements. Thiers, c'est le mélange d'une énergie et d'une ambition hors du commun. À 24 ans, le petit homme est déjà bien trop grand pour se contenter d'Aix-en-Provence. Tout voir, tout entendre, tout apprendre, réussir, arriver, voilà l'objectif. Sur les conseils de son ami Mignet, parti en éclaireur, il monte donc à Paris en 1821, ayant obtenu un poste de secrétaire du duc de La Rochefoucauld-Liancourt. Les débuts sont austères. Avec son ami Mignet, il occupe une mansarde, passage Richelieu. Contemplant Paris qui s'étend à ses pieds, un jeune homme fraîchement débarqué dans la capitale s'exclame « À nous deux maintenant !» Cette phrase bien connue est prononcée par Eugène Rastignac, personnage de provincial dévoré d'ambition dans la comédie humaine de Balzac. Mais ce que l'on sait moins, c'est que c'est justement Adolphe Thiers qui inspira à Balzac ce personnage d'arriviste. Dans son roman, l'écrivain complète d'ailleurs la formule citée plus haut par un ironique « Et pour premier acte de défi que Rastignac portait à la société, il alla dîner chez la baronne de Nucingen. » Ce que le personnage de Delphine de Nucingen est à Rastignac dans le roman de Balzac, Sophie Daune le fut pour Thiers dans la réalité. Dans le roman, la baronne a 7 ans de plus que Rastignac et son mari est banquier. Dans la réalité, Sophie Daune a 3 ans de plus que Thiers et son mari, de 13 ans son aîné, est un agent de change ayant des activités foncières. C'est chez elle qu'Adolphe vient dîner un soir, probablement entre 1824 et 1827. Pierre n'est alors plus secrétaire particulier. Arrivé le 1er novembre 1821 à Paris, il est embauché le 31 au Constitutionnel, journal le plus influent du moment. Il n'a pas perdu de temps. Et ses articles vont faire mouche. Il devient très vite le chouchou du directeur. Quand il rencontre les Daunes pour la première fois, il n'est donc déjà plus un parfait inconnu. Talleyrand, qui a d'ailleurs déjà croisé son chemin, ne s'y trompe pas, qui déclare à son sujet « Ce n'est pas un parvenu, c'est un arrivé qui ira plus loin que nous tous. » Quel genre de femme pourrait convenir à un ambitieux de sa trempe? Il faut qu'elle soit riche et influente, qu'elle puisse l'introduire auprès de personnalités importantes qu'il ne connaît pas encore, qu'elle lui apprenne à louvoyer, à éliminer les gêneurs et à se placer dans le sillage des hommes qui montent. Bref, il faut qu'elle puisse le servir dans sa carrière. Pour Thiers, cette femme, ce sera Sophie Daune. Et pour conserver le petit près d'elle, elle finira même par le mettre entre les pattes de ses filles, Élise et Félicie. Ces dames, comme aimait à les qualifier Adolphe, seront tout à la fois ses maîtresses, belles-mères, épouses, belles-sœurs et amies. 50 années durant, elles l'aimeront, le choieront, le pousseront, et telles des vestales vouées au culte d'un Dieu unique, serviront jusqu'à leur dernier souffle leur cher petit grand homme. Que dire de ce trio? Il y a donc la mère, Sophie, née Eurydice Matéron à la fin du XVIIIe siècle. Elle appartient à une famille auvergnate montée à Paris pour ouvrir un magasin de parapluies et de nouveautés. Ses parents lui ont choisi un prénom romantique à souhait, auquel cette femme de tête a renoncé pour celui plus simple de Sophie. En 1811, à l'âge de 17 ans, Eurydice, alias Sophie, épouse Alexis Daune, qui va s'avérer très doué pour les affaires. Il spécule sur des terrains, achète, revend, bâtit dans le quartier en pleine expansion de la chaussée d'Antin et fait aussi l'acquisition des mines d'Anzin. À ce train-là, il amasse une jolie fortune. Élise et Félicie naissent respectivement en 1818 et 1823. Tout ce petit monde loge au 30 de la rue de Provence, dans le quartier à la mode de la Nouvelle Athènes, entre Notre-Dame de Lorette
et Pigalle. Les Daunes, mari et femme, vont prendre Adolphe sous leur aile, lui apprendre le monde des affaires, lui présenter la cour et la ville. Dans les salons de la bourgeoisie libérale opposée à Charles X, Thiers va croiser Stendhal, Mérimée, Ingres, Chateaubriand, Victor Hugo, Lafayette ou même Sainte-Beuve, bref, tout ce gratin dont il rêvait. Femme forte, femme d'esprit, résolue, passionnée, Sophie serait devenue sa maîtresse en 1828. Et elle va rendre un fief et service à son poulain en l'aidant à se lancer en politique. Après les Trois Glorieuses de juillet 1830, ayant favorisé l'accès au trône de Louis-Philippe d'Orléans, Thiers devient conseiller d'État et sous-secrétaire d'État aux Finances. Et du coup, il voudrait bien se présenter aux législatives, mais on est encore dans un système électoral censitaire et il n'a pas les revenus suffisants pour se présenter. Il faut payer 1000 francs d'impôts annuels pour pouvoir être candidat. Qu'à cela ne tienne, la société immobilière Daunes lui cède un immeuble place Saint-Georges à Paris dont la valeur déclarée est de 100 000 francs. La maison Daunes lui accorde un crédit total et gratuit. L'acte d'achat est signé le 18 octobre 1830. Un bel exemple de trafic d'influence. Voilà qui permet en tout cas à Adolphe de devenir un mois plus tard député des Bouches-du-Rhône. Il le restera jusqu'en 1848. La bête politique est lâchée. Récompenser son bienfaiteur sera quasiment son premier acte officiel. Il nomme Alexis Daunes receveur général des finances, mais le plus loin possible, à Brest. Sophie, quant à elle, reste à Paris avec les filles. Deux années passent quand en 1833, pour s'attacher définitivement son amant, Sophie Daunes lui fait épouser sa propre fille, Élise. Fiction et réalité se rejoignent à nouveau, car dans le roman de Balzac, publié 4 ans plus tard, la baronne de Nucingen, elle aussi, fait épouser sa fille à Rastignac. Que pense Élise de ce mariage? Lui a-t-on seulement demandé son avis? Elle se contente d'obéir docilement à sa maman. Au reste, quelque désargenté qu'il soit, Thiers est indéniablement un parti prometteur. Le 6 novembre 1833, on signe donc le contrat de mariage en présence des plus hauts dignitaires de l'État. Le document est ensuite porté aux Tuileries afin que le roi et la reine eux-mêmes y apposent leur signature. Ah, quand on pense que 12 ans plus tôt, Adolphe vivait dans une mansarde avec 100 francs en poche. Ah, comme tout cela est loin désormais. Les Daunes ont nanti leur fille de 300 000 francs de dot, somme dont Monsieur Daunes, qui pour être un mari complaisant n'en est pas pour autant un créancier facile, va déduire les 100 000 francs avancés à Adolphe pour l'acquisition de l'hôtel particulier de la place Saint-Georges. La nouvelle de ce mariage fait jaser dans tout Paris. Delphine Gay, journaliste amie de Balzac qui habite à quelques encablures, Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en 2 parties, j'ai souhaité évoquer pour vous Adolphe Thiers, second président de l'histoire de la République française. On le réduit souvent à son rôle dans la répression de la Commune de Paris en 1871. Or, c'est assez injuste, car il fut aussi un politicien très populaire et un grand homme d'État. Pendant près de 50 ans, l'ambitieux méridional ne quittera la scène politique que par parenthèse, gravissant patiemment les marches menant au pouvoir suprême. Mais plus que les succès politiques et littéraires d'Adolphe Thiers, c'est le caractère pour le moins original de sa vie privée qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi donc? En quoi fut-elle si originale? Jugez plutôt. Seconde partie, les 3 moitiés de Monsieur Thiers.
pendant 37 ans, ce ne sera pas Élise, mais sa mère, qui fixera les dates des dîners et des réceptions, qui supervisera la carrière de Thiers, lui fera porter à l'Académie ou à l'Assemblée le café froid qu'il boit en faisant ses discours et prendra quotidiennement des notes sur le moindre fait et geste de son cher petit héros. Jamais Thiers ne prendra une décision sans la lui soumettre. Dans la revue parisienne, Balzac souligne ce rôle d'éminence grise tenu par Sophie. Vous ne sauriez croire jusqu'où a été poussée la ruse méridionale de ce dernier, unie à la finesse de cette bourgeoise. Le pouvoir de cette femme est immense. En maintes occasions, elle a fait revenir M. Thiers sur une décision. Et Balzac ajoute « Elle est à peu près reine de France. » Sophie Daune et Thiers forment un vrai couple, au milieu duquel Élise, l'épouse soumise, comptera toujours pour du beurre. Compassée, peu amène, semblant juger tout ce qui l'entoure, sa mère avec peu d'estime, son mari avec une nuance de pitié, comme l'écrit Rémusat, Élise va compenser les frustrations qu'elle endure dans son mariage en collectionnant les porcelaines et les satisfactions mondaines. Avec les années, elle devient d'un snobisme maladif et ne rêve que de fréquenter la noblesse. Elle ne se rend pas compte que le roi Louis-Philippe et son épouse Amélie la trouvent vulgaire. D'ailleurs, la reine qui surnomme Thiers le poney blanc ou l'odieux petit nain engraissé répugne à recevoir ses parvenus vivant dans le péché. Mais Adolphe, très fair-play, n'acceptera jamais de se rendre à des invitations prestigieuses sans Sophie, Élise et Félicie. Lui-même assume parfaitement le caractère étrange et choquant pour autrui de sa situation. Il considère qu'au même titre que lui, ses compagnes méritent tous les honneurs, à tel point d'ailleurs qu'il sera déçu de n'être fait que baron en 1836, estimant qu'Élise méritait au moins un titre de duchesse. Dans les années 1840, le ménage Daune voyagera beaucoup. Dans ces occasions, Thiers ne cesse de correspondre avec sa belle-mère. Leur correspondance entre 1841 et 1865, soit 24 années de lettres échangées, sera publiée non par Élise, on s'en serait douté, mais par Félicie en 1904. Adolphe donne à Sophie du « chère mère », mais termine ses lettres par « tout à vous ». Quant à elle, ses lettres, pourtant adressées à sa fille, se terminent par « mille tendres amitiés à Monsieur Thiers ». Elle prend des nouvelles de sa fille et demande « Élise est-elle un peu aimable? Est-elle un peu contente de ce qu'elle voit ?» À quoi Thiers répond « Élise n'est pas plus mal que d'ordinaire, mais elle se plaint toujours beaucoup. » Autant Élise est maussade, autant sa jeune sœur Félicie est enjouée et maline. Thiers va essayer de la marier. D'abord au comte Walewski, ce qui ferait de sa belle-sœur la belle-fille de Napoléon Ier. Mais le projet échoue. Il cible alors un général héros de la guerre d'Algérie qui a 17 ans de plus que Félicie. Il la courtise assidûment, demande plusieurs fois sa main, mais Félicie temporise, tant et si bien que le malheureux général renonce. La jeune femme admire trop son beau-frère pour le quitter. Qu'à cela ne tienne, comme dans la chanson de Fernandel, Thiers aura Félicie aussi. Félicie fut-elle, comme sa mère et sa sœur avant elle, la maîtresse de Thiers. Dans les salons parisiens, nul n'avait à ce sujet le moindre doute, au point que l'on vint finalement à qualifier avec esprit le trio familial constitué par ces dames des trois moitiés de Monsieur Thiers. Au début de son mariage, Thiers emmène les femmes de sa vie en voyage en Italie, en Belgique, puis à Valençay chez Talleyrand. Au cours de cette équipée, le quatuor fait une courte pause à Lille pour y rendre une petite visite à Alexis Daune. Ce dernier a en effet quitté Brest, Thiers l'ayant nommé receveur général des finances de Lille, un poste important et lucratif. Évoquant cette brève visite, Guy Breton ironise. Il était juste que le brave homme eût lui aussi de temps en temps le plaisir de tenir Monsieur Thiers dans ses bras. À ce stade de notre récit, récapitulons brièvement la situation familiale des Daune-Thiers. Nous avons donc Adolphe,
qui couche avec sa belle-mère, avec sa femme de temps à autre et probablement aussi avec sa belle-sœur, tandis que le père se trouve à Brest, puis à Lille. Par ailleurs, l'amant de la femme de Thiers est un familier du ménage. Bon, cela semble bien un peu compliqué, mais c'est en fait très simple et très bien pensé, comme le résume Charles Pomaret, auteur d'une vie de Monsieur Thiers. Adolphe a donc 3 femmes chez lui, cet enfant gâté, centre d'un monde où chacun a sa place. Sophie, Élise, Félicie. L'administration, la poupée, l'admiration. Sophie donne, Madame Jordan dirige toute la maison. Les années passent. Le pari qui compte s'est accoutumé aux mœurs et coutumes des Thiers d'Aune. Il fallait bien se montrer pragmatique et courtiser ce harem pour plaire au sultan, résume le duc de Castries. De son côté, le vieux roi Jérôme Bonaparte, gouverneur des Invalides et ami de Thiers, décrit en ces termes la situation. Il promène sa famille avec désinvolture. On ne sait laquelle est la femme et laquelle est la belle-mère. Je crois vraiment qu'il préfère cette dernière. Elle m'a semblé beaucoup moins bête que l'autre. En 1848, le soir même des élections présidentielles qui suivent la proclamation de la Deuxième République, Thiers fait les honneurs de sa table au prince Louis-Napoléon Bonaparte. Il tient pour un crétin qu'on mènera celui que 8 ans auparavant il faisait enfermer au fort de Ham, mais il convient de flatter l'homme du jour. Au cours de ce dîner mémorable, les 3 d'Aune sont présents, bien sûr. Élise est assise à côté de son amant Roger du Nord, et un bien éternel absent, le discret Monsieur d'Aune, qui finira d'ailleurs sous peu par quitter définitivement la scène, puisqu'en avril de l'année suivante, il meurt, victime de l'épidémie de choléra. 4 ans plus tard, hostile au coup d'État du 2 décembre 1851, fomenté et mené à bien par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, Thiers est arrêté chez lui, emprisonné à la prison Mazas, et reçoit le 8 décembre l'ordre de quitter la France. Il fuit à Bruxelles, puis à Londres, où il reçoit un accueil si exceptionnel qu'il invite ses dames à l'y rejoindre. Puis, ce sera l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, mais seul cette fois. Mais l'exil n'est que de courte durée. Il rentre à Paris le 20 août 1852. Il n'exercera cependant plus aucune fonction politique pendant 11 ans. Il attend son heure et, dans ses premières années du Second Empire, achève la rédaction des 20 tomes de son Histoire du Consulat et de l'Empire qui lui rapportera une fortune colossale. Mais à la fin des années 1860, la santé de Sophie d'Aune se dégrade brusquement. Elle meurt le 27 août 1869 dans l'appartement de l'avenue d'Eylau où elle s'était retirée. Thiers est fou de douleur. Les 2 nuits qui suivent l'enterrement, il dort dans la chambre où Sophie est morte. Alors âgée de 46 ans, Félicie va lui être plus que jamais indispensable. Elle devient pour lui une sorte de secrétaire particulière que l'on finira par surnommer affectueusement la demoiselle d'État. Sur le plan politique, l'apothéose du petit restait à venir, un triomphe auquel Sophie ne devait malheureusement pas assister. Les événements sont connus. Entre la capitulation de Napoléon III à Sedan, la déchéance de l'Empire le 3 septembre 1870, la proclamation de la République le lendemain. En 1871, c'est Thiers, élu député par 26 départements, qui négocie la paix avec Bismarck. Sur proposition de Jules Grévy, il est nommé président de l'Assemblée nationale, puis le 17 février est désigné comme chef du pouvoir exécutif de la République française par un gouvernement alors réfugié à Bordeaux. Vainqueur de la Commune, Thiers connaît une immense popularité dans la France entière. Le 31 août 1871, le Parlement vote la loi qui lui confère le titre de président de la République. Ah, comme il dut penser à Sophie à ce moment-là. Maman d'Aune aurait été fière de lui. Thiers quitte alors Paris pour Versailles où il habitera 2 ans, les communards ayant rasé son hôtel particulier. Fort heureusement, avant qu'il n'y soit mis le feu, l'artiste peintre Courbet s'est interposé pour sauver les collections de tableaux et de porcelaine.
Dans les belles allées de Versailles, on peut alors croiser Thiers, se promenant, une femme à chaque bras. La presse ironise. Je n'ai Montespan ni Fontange, la Vallière ni Maintenon. Mais j'ai Madame Thiers, un ange, et Félicie, un joli nom. Comme sa popularité est au firmament, Thiers peut se permettre de réclamer 1 600 000 francs pour reconstruire intégralement son hôtel particulier qui n'en avait coûté que 100 000 40 ans plus tôt. L'hôtel Saint-Georges sera donc reconstruit en 1873 aux frais de l'État par l'architecte Adolphe. Le ménage à trois réintègre ainsi la place Saint-Georges. Thiers y coule des jours paisibles jusqu'à sa mort qui survient le 3 septembre 1877. Durant ce temps, il s'est occupé essentiellement d'écrire et de dissimuler à Élise, qu'il a mise au régime d'autorité, les boîtes de brandade de morue que lui apporte en cachette son vieil ami Mignet. Thiers, alias Rastignac, meurt riche à millions. Au moment de ses obsèques, c'est Élise qui prend la main. Elle règle seule tous les détails de la cérémonie. Aucun discours autre que ceux validés par la famille ne sera autorisé. Jusqu'à la mort de Thiers, elle avait passé dans la vie effacée et sans rôle. Thiers disparut, sa mission devint plus haute. Toute son énergie fut déployée à la gloire de celui qui n'était plus. Le romancier Jules Claretie. Puis il ajoute: Elle était dans ses dernières années comme attelée à la mémoire de son mari. La comparaison est pertinente, car tels les chevaux du char d'Hélios filant vers le soleil, ces dames avaient bien constitué un attelage tirant à Hu et à Dia dans un même but, la gloire de leur champion. Un bémol cependant, comme un magistral coup de pied de l'âne, non seulement Félicie, dernière survivante de l'attelage, va refuser la proposition de transférer les cendres de Thiers au Panthéon, pour garder son cher petit homme dans le caveau familial, mais par ailleurs, lorsqu'elle crée une fondation, elle ne l'intitule pas Thiers d'Aune, mais bien d'Aune Thiers. Ce choix, qui pour la première fois plaçait ces dames sur le devant de la scène aux yeux de la postérité, reléguant Thiers au second plan, rendait au passage un hommage tardif à celui qui avait été bien délaissé dans toute cette histoire, l'énigmatique, ou faut-il dire l'ectoplasmique Alexis d'Aune. Élise ne survivra que 3 ans à son mari. Elle s'éteint à son tour le 15 décembre 1880 à l'âge de 62 ans. Après la mort de sa sœur, Félicie fait don à l'Institut de l'Hôtel de la place Saint-Georges, contenant les 80 000 volumes de la bibliothèque de Thiers, et elle remet au Louvre les collections de tableaux constituées par son beau-frère. Elle fait également don à la Bibliothèque nationale de toutes les archives et manuscrits. Félicie survit 26 ans à Élise et disparaît le 26 janvier 1906. Prolongeant ad patres leur cohabitation plus ou moins harmonieuse, ces mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Alexis, Sophie, Adolphe, Élise et Félicie ont été inhumés côte à côte dans le plus monumental et le plus matu vu des mausolées du Père-Lachaise. Érigé près de la chapelle du cimetière, ce tombeau, de la taille d'un temple, a fait l'objet d'un attentat en 1971 à l'occasion du centenaire de la commune. Et il est aujourd'hui encore presque aussi souvent tagué que la tombe de Jim Morrison. Tout bien considéré, depuis le XIXe siècle, le vrai changement réside moins dans une illusoire évolution des mœurs que dans la possibilité pour une femme de présenter sa candidature aux élections présidentielles. Si Sophie d'Aune a financé la carrière politique de Thiers, elle vécut dans son ombre par procuration. Or, elle avait toutes les qualités pour faire une grande femme politique. Mais à son époque, les femmes n'avaient pas davantage le droit de vote qu'elles n'étaient éligibles. C'est de cette évolution qu'il convient de se féliciter, en concluant avec le journaliste et romancier Aurélien Scholl par une vérité dont Thiers aurait été le premier à témoigner et qui se vérifie de nos jours de manière éclatante. On compare généralement la politique à un échiquier. On a tort, c'est un jeu de dames.
Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cet épisode a été écrit et raconté par Clémentine Portier-Kaltenbach. Il a été réalisé par Oscar Vater. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Bibliographie. Monsieur Thiers, par le duc de Castries, édition Perrin, 1983. Vie de Monsieur Thiers. Monographie imprimée de Francis Franck, 1877. La vie à Paris, 1880-1885, par Jules Claretti, Victor Havard éditeur, 1885. Les présidents de la République française et leurs familles, par Michel Sémentery, édition Christian, 1982. Adolphe Thiers, par Pierre Guiral, aux éditions Fayard, 1986.